Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17, on est un petit peu en retard. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Axel Fachus, il est animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère. On va parler politique et je tenais quand même à remercier Axel Fachus d'être venu de Brest, tout spécialement aux petites heures pour être ici dans le studio de la matinale de Bretagne 5. Bonjour. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Alors on va parler de politique, disais-je, avec cette loi immigration qui finalement ne sera pas étudiée, ne sera pas votée non plus, on l'imagine, à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a eu cette motion de rejet déposée par Europe Écologie Les Verts, auquel se sont joints les partis d'opposition. Est-ce que pour vous, il était important de ne pas voter cette loi, de ne pas participer à la réflexion autour de cette loi d'immigration? Alors je dis pour vous, je parle du Parti Socialiste. Alors oui, je crois qu'après les débats au Sénat, après les débats à la commission des lois, je pense qu'on avait compris la teneur des débats. On avait compris le sens de cette loi qui était basée sur aucune statistique scientifique d'experts. Alors on avait compris que cette loi était une obsession par Gérald Darmanin. Et donc je pense que oui, il fallait voter cette motion de rejet déposée par les écologistes. Alors, motion de rejet à laquelle a participé aussi bien effectivement les écologistes que le PS, mais aussi le Rassemblement national. Ça a interrogé, je posais la question à notre invité hier, qui fait partie du Rassemblement national, qui lui avait une autre vision des choses, forcément, qui est un peu éloignée évidemment de celle du PS. Alors vous savez, nous on ne contrôle pas le vote du Rassemblement national. La motion de rejet, c'est donc une question qui veut dire est-ce que vous votez contre ce texte et vous ne voulez pas l'étudier car il est évidemment trop dur. Nous, c'était la question, c'était déposé par les écologistes, ce qui ne nous pose pas de problème. Donc on a voté oui à cette question et à cette motion de rejet. Je ne contrôle pas donc le vote du RN qui a voté aussi pour. Mais nous, on vote toujours contre le RN. Quand le RN dépose des amendements, on vote contre. Quand le RN propose quelque chose par ses niches parlementaires, etc., on vote contre. Les députés macronistes ont voté pour 2 vice-présidents à l'Assemblée nationale. Et là, ça pose problème parce qu'eux, ils votent pour. Nous, on n'a pas à avoir peur de notre vote sur la motion de rejet. Nous avons voté simplement contre cette loi immigration qui est un projet complètement néfaste. Alors avec le risque néanmoins qu'elle soit étudiée effectivement en commission mixte paritaire et qu'elle revienne avec un texte aussi dur sinon plus que celui qui avait été rejeté par l'Assemblée lorsqu'il est arrivé du Sénat. Alors oui, il y aura cette commission mixte paritaire qui aura une tendance très à droite et je pense oui qu'effectivement le texte a de grandes chances de revenir durci, un texte version Sénat. Alors, quand il reviendra à l'Assemblée nationale, parce qu'il faudra évidemment ratifier cette décision de la CMP, je pense que nous, la gauche, évidemment, on s'y opposera, parce que le texte sera trop dur, je le pense. Mais je me demande que feront les macronistes, une partie des macronistes qui n'étaient déjà pas pour cette version Sénat. Donc j'espère qu'ils auront un peu de cohérence sur ce côté-là et qu'ils voteront contre ce texte s'il n'y vient pas, en tout cas, dans le sens qui était prévu. Est-ce que, de votre point de vue, ça fragilise Emmanuel Macron, qui était attaché à l'examen de ce texte, et plus largement le gouvernement d'Elisabeth Borne? Ah oui, je le crois parce que je crois que finalement ça a montré la fin du en même temps. Ça a montré cette volonté qu'ils ont depuis 2017, c'est-à-dire de faire un coup à gauche, un coup à droite. On a compris que c'était de moins en moins à gauche et que ça allait de plus en plus à droite. Majorité relative l'explique aussi. Mais dans ce texte, on a vu que ces mesures dures, qui finalement ont braqué la droite à la fin parce qu'ils les considéraient trop molles, et nous, évidemment, à gauche, on les a retrouvées trop dures. Alors en même temps, n'a pas marché et ils se sont retrouvés dans une impasse politique. Est-ce que, selon vous, le président de la République aurait dû accepter la démission de Gérald Darmanin? Je ne sais pas si, en tout cas, il aurait dû l'accepter, parce qu'en réalité, c'était surtout pour la forme que Gérald Darmanin l'a déposé. C'était pour faire style qu'il allait avoir une certaine légitimité du président de la République devant les députés en revenant à l'Assemblée nationale. En tout cas, je crois qu'il faut prendre une décision pour le président de la République et moi je lui conseillerais de dissoudre l'Assemblée nationale car je crois que c'est au peuple de trancher, c'est aussi le fondement de notre République.
Alors, il y a la loi immigration, puis il y a aussi toutes ces questions sur l'insécurité que l'on entend beaucoup en France aujourd'hui, et y compris ici en Bretagne, en terre bretonne. L'insécurité, on a souvent reproché à la gauche de ne pas s'être emparé de ce dossier ou de ces questions d'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, la gauche, j'allais presque dire, entame un tournant en s'emparant justement de ces questions-là? Bon, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'on va parler de ces sujets. Moi, je crois qu'il faut y aller de front. Il faut prendre ces sujets de face. Il ne faut pas avoir peur de proposer parce qu'on a de réelles propositions qui sont concrètes et que je crois sont les meilleures. Sur ces sujets, oui, je pense qu'il y a eu une certaine gauche qui a eu peur d'aller sur ces sujets car l'extrême droite s'en est emparée. Et je crois que justement, pour combattre l'extrême droite, faut y aller et il faut pas avoir peur d'en parler parce que justement, les citoyens qui ont parfois un sentiment d'insécurité et qui ne trouvent pas de propositions, qui ont peur, ont tendance à aller vers des mesures trop radicales et qui n'ont pas de cohérence, alors que si on leur propose un réel projet, je pense qu'ils retourneraient plus vers notre gauche. Alors, on a le sentiment aussi que les citoyens français délaissent un peu les urnes en disant, voilà, on a essayé la gauche, on a essayé la droite. Pourquoi pas finalement le Rassemblement National, Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui réunit beaucoup sous son nom? Alors déjà, vous le savez tous comme moi, le projet du Rassemblement National est un projet terrible, néfaste pour la société, notamment sur leur projet de loi immigration. Ils auraient fait un truc 10 fois pire, je le crois, même si ce projet, je le déteste. Je pense aussi qu'il faut regarder la réalité. Jordan Bardella fait beaucoup de communication. Il est élu depuis 2019 au Parlement européen. Il a déposé 21 amendements depuis qu'il est député européen. Contre Raphaël Glucksmann qui en bosse plus de 2000. Manon Aubry, 3000. Quand je vois ce travail, c'est un bilan qui devra porter et je pense que ça doit aussi nous faire réfléchir quand on vote le Rassemblement National. Alors, on va parler de l'Europe. Vous avez parlé du Parlement européen. L'Europe, hier, a entamé un tournant historique, tournant avec la possibilité d'inclure l'Ukraine. On a un petit peu oublié avec l'actualité au Proche-Orient, mais il y a toujours une guerre là-bas en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine pourrait donc entrer potentiellement dans l'Union européenne. En tout cas, c'est la volonté de 26 États, sauf un, l'État qui est dirigé par Viktor Orban, à savoir la Hongrie, qui n'a pas souhaité prendre la responsabilité, ce sont les termes de Viktor Orban, de voter pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, dans l'UE. Est-ce que, selon vous, on a encore du chemin à faire, on a encore des résistances, on a une Europe qui n'est pas encore une Europe unie? Alors déjà, évidemment, il faut rappeler qu'il y a cette guerre en Ukraine on n'en parle pas assez souvent car elle est trop oubliée. Et je crois qu'il y a vraiment des massacres qui se passent en Ukraine et je pense qu'il faut vraiment y penser. Dans un deuxième temps, évidemment, la question de Viktor Orban et son vote qui serait contre l'intégration de l'Ukraine, il faut partir d'un constat simple. Il y a un agresseur et un agressé. Quand on croit à la démocratie, on ne soutient pas un agresseur. Alors je crois que oui, il faut que l'Ukraine puisse rentrer dans l'Union européenne, soit protégée par les valeurs de l'Union européenne et évidemment fasse chemin avec nous. Viktor Orban est soutenu par Marine Le Pen. Et ça, les électeurs ne doivent pas l'oublier. C'est encore une fois, il faut démasquer l'extrême droite qui finalement a des politiques qui ne sont pas forcément cohérentes par rapport à ce qu'ils disent dans les médias. Donc écoutez, Viktor Orban votera contre, il fait une politique dans son pays antisociale, donc écoute, cela ne m'étonne pas. Avec une Europe quand même qui penche un petit peu à l'extrême droite, on le voit en Italie avec Giorgia Meloni, on le voit aussi depuis peu aux Pays-Bas. Est-ce que c'est une nouvelle menace de voir l'extrême droite progresser comme ça en Europe? Est-ce que pour vous, on a raté quelque chose? On a raté une marche européenne, si vous me permettez le terme. Je pense que les élections européennes à venir seront un tournant. Je crois qu'il ne faut surtout pas que les pays européens deviennent vers l'extrême droite, car elle est évidemment anti-européenne. Donc l'Europe s'est construite après la Seconde Guerre mondiale sur des bases pour faire la paix. Et si on est anti-européen et que tout le monde a des attitudes nombrilistes, on ne va pas vers la paix et on fait tout l'inverse. Alors, vous le savez, l'extrême droite, par Giorgia Meloni,
par Viktor Orban, par les pays qu'elle s'en empare, eh ben, elle fragilise l'Europe. Et en fragilisant l'Europe, on fragilise la paix, et je pense qu'il faut renforcer l'Europe, savoir pourquoi on l'a construite. Et évidemment, les crises favorisent l'extrême droite, on le sait par notre passé. Donc il faut évidemment lutter contre ça, et j'espère que les élections européennes nous permettront de faire ce tournant. Pour les élections européennes, le PS a choisi d'aller seul, de ne pas être dans la coalition, dans la NUPES en l'occurrence. C'est pas un cas isolé. Europe Écologie Les Verts également souhaite présenter des candidats. Est-ce que c'est la fin d'une forme d'union de la gauche ? Je ne le crois pas. En tout cas, nous, avec les jeunes NUPES, nous avons essayé de pousser pour l'union jusqu'au bout. Nous avons fait notre possible. On a fait un constat à la fin qui était l'impossibilité de faire l'union, car les partis ne le souhaitaient pas. Mais cela n'impacte pas forcément le résultat, car c'est un scrutin proportionnel. Donc au soir des élections européennes, il faudra être la première force du pays, unie en faisant le cumul de toutes les voix de la gauche. Je ne crois pas non plus que c'est un tournant dans la désunion, en tout cas. Je pense qu'il va falloir poursuivre, et très vite. Au lendemain des élections européennes, il va falloir se préparer très vite à être tous unis et à faire front commun pour battre l'extrême droite en 2027. Dans un pays qui est fracturé d'un point de vue politique, on l'aura compris, mais aussi d'un point de vue social, on le voit depuis des mois, on a là aussi un petit peu enterré très vite l'inflation. Alors ça ne veut pas dire que tout va mal, mais tout ne va pas très bien non plus. Est-ce qu'il va falloir aussi pour les partis de gauche, et pour le PS en l'occurrence, s'emparer à nouveau des questions, j'allais dire, du quotidien, parce que finalement on a l'impression que les partis politiques se sont très éloignés depuis quelques années du quotidien, ce qui fait que peut-être aussi les électeurs se détournent des urnes. Oui, je le crois qu'il faut se saisir de tous les sujets, évidemment, surtout ceux qui concernent tout de suite les Français concrètement, qui sont parfois dans la galère, c'est vrai, de ces temps-ci. Je crois qu'il faut penser aux plus précaires et essayer d'avoir, en tout cas, notre ADN, et évidemment défendre la classe ouvrière, les étudiants, les jeunes qui sont en difficulté. Je crois aussi quand même que notre parti, par ses élus locaux, agit concrètement et radicalement. Il ne faut pas avoir peur de le dire que nous, on prend des mesures concrètes dans nos villes. À Brest, c'est le cas contre l'augmentation du prix des cantines qui a été faite, notamment des logements jeunes travailleurs qui ont été faits dans la ville de Brest. Et je crois que c'est de fortes mesures prises et qu'il faut continuer en ce sens. Alors, vous parlez des jeunes, vous êtes jeune vous-même, vous faites partie des jeunes socialistes, on le disait en commençant. Les jeunes ont des aspirations aujourd'hui, des aspirations politiques. Vous êtes engagé en politique, beaucoup de jeunes s'engagent en politique. Est-ce que finalement il y a une nouvelle génération qui s'empare de la chose politique un peu différemment que ses devanciers ? Je crois que c'est notre rôle. En tout cas, les jeunes dans les partis, d'essayer de faire bouger les choses. Parfois, évidemment, certains font de la politique depuis 30, 40 ans et ne voient pas forcément les évolutions et sont dans des pratiques politiciennes. Il y a une évolution de la société, finalement, qui passe un petit peu à côté pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et les jeunes, nous, on doit justement apporter cette touche que nous, on voit plus précisément parce qu'on est plus touché par les réseaux sociaux, etc. L'écologie, que certains voient pas forcément les mêmes mesures que nous. Et je pense évidemment que oui, on doit essayer de faire bouger les lignes et ne pas hésiter à mettre des coups de latte aux anciens. Des coups de latte, je vous laisse la responsabilité du terme. Vous êtes plus réactif finalement en termes de politique, de désir d'aller plus loin dans, j'allais dire, dans des choses qu'on aurait peut-être un peu mis sous le tapis, des évolutions sociétales. Ah oui, je crois que vraiment que la jeunesse est engagée. Il y a une jeunesse engagée différemment qu'avant. C'est pour ça que les partis politiques parfois sont en déclin de jeunesse. Mais il y a une jeunesse engagée. On le voit pour les marches pour le climat, notamment. Il y a beaucoup de jeunes. La mobilisation pour les retraites a fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se mobilisent. Et sur certaines causes, donc on le voit, il y a un engagement en tout cas, et il faut le saisir pour pouvoir s'emparer des sujets. Alors beaucoup de jeunes engagés en politique viennent au micro de la matinale de Bretagne 5. On parle évidemment des grands sujets comme on l'a fait à l'instant, puis on parle aussi de la Bretagne. On a parlé beaucoup d'autonomie, c'est le terme qui a été lancé il y a quelque temps par le président de la République, repris par le président du conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard. On a souvent décrit le Parti socialiste comme étant un peu jacobin. Est-ce que là aussi les mentalités ont évolué ? Est-ce que l'autonomie finalement, le fédéralisme, c'est quelque chose de tout à fait envisageable ?
Un fédéralisme peut-être. En tout cas, je crois qu'il faut une réelle décentralisation. Il faut que les collectivités territoriales puissent avoir une libre exercice dans beaucoup plus de sujets. Et c'est, je crois, en ce sens que Loïc Chenet-Girard faisait cette proposition. C'est pas forcément une autonomie comme la Corse ou la Nouvelle-Calédonie, mais c'est vraiment cette volonté que les maires, les présidents de région, les présidents de département puissent agir et puissent changer la vie des gens. Alors changer la vie des gens, ça passe là encore par le quotidien. Je vais parler des jeunes, des étudiants. On en parle aussi beaucoup au micro de la matinale parce qu'il y a une grande précarité étudiante. Il y a une grande précarité plus largement dans la société aujourd'hui. Alors là encore, il s'agit pas de noircir le tableau, mais d'essayer de comprendre comment on peut remédier à cette grande précarité. Et il y a surtout, là encore, ça va nous ramener peut-être à de la politique un peu plus politicienne, mais là aussi la fracture, des gens qui disent, ben oui, par exemple, on a les migrants qui arrivent, les réfugiés, ils ont tout, et nous, on n'a rien. Est-ce qu'il y a urgence aussi à expliquer sur le terrain, à essayer de refaire de grands équilibres? Alors je crois justement que les réseaux sociaux sont un bémol dans la politique parfois, parce que l'extrême droite crée des fake news, on le voit justement sur l'immigration, et le temps de démonter une fake news parfois prend du temps. Mais je crois qu'il faut faire ce travail de terrain qui, en tout cas, permet de rétablir la vérité. Sur l'immigration, franchement, c'est pas vrai. La France, si on fait la répartition entre nos richesses et notre population, c'est pas la plus attractive. L'Observatoire des médecins du monde dit qu'il y a par exemple 6% des migrants qui viennent pour les soins. Donc dire qu'on vient en France pour se faire simplement soigner, c'est faux. Les chiffres sur l'immigration qui sont tronqués par Éric Zemmour, je n'y crois pas non plus. Ils sont démontables. Il n'y a pas de grand remplacement. Il n'y a pas de grand remplacement. Il y a 10% de part d'immigrés en France. Dans ces 10%, 50% sont des étudiants. Dans cette part de 10%, il y en a qui deviennent français. Et Éric Zemmour ne le voit pas. Et Éric Zemmour annonce 17 millions quand on dit qu'il y a 19 millions, quand on voit qu'il y en a que 7 ou 8 millions. C'est pour faire peur. Il essaye de faire peur aux gens. Alors, je crois que nous, notre rôle, c'est justement de pousser pour démonter ces fake news et rétablir la vérité. Alors, rétablir la vérité, alors je vous ai un petit peu poussé dans vos retranchements là, en parlant justement de ce déséquilibre ressenti dans la société. Combattre les fake news, combattre les réseaux, c'est aussi essayer de se faire entendre. Et on a l'impression aujourd'hui que les partis politiques traditionnels, le PS compris, a du mal à se faire entendre aujourd'hui, en tout cas à faire passer ses idées. Là aussi, il faut continuer à avancer, à faire de la pédagogie. Alors évidemment... Quand on fait 1,7 parfois à la présidentielle, ça ne permet pas que les temps de parole soient les plus grands. Mais oui, je crois qu'il faut en tout cas s'emparer des réseaux sociaux, s'emparer de tous les moyens possibles pour faire en tout cas de la politique, mais responsable, pas en disant n'importe quoi sur les réseaux et en essayant justement d'informer les citoyens. Est-ce que justement on est rentré aujourd'hui dans une ère où la petite phrase, la rapidité, le peu de temps d'explication fait que finalement il y a une déconnexion entre la politique et les Français, les Bretons? Ah oui, je le crois que parfois on a tendance à essayer à essayer de chercher la trop petite division politicienne, à chercher le petit mot qui ne va pas, et je crois que en ces temps de crise, où il y a la guerre en Ukraine, où il y a la montée de l'extrême droite, je crois que ces moments ne sont pas là et qu'il faut chercher l'union. Et en tout cas, à gauche, je crois que c'est le sens de notre engagement. Alors l'union, c'est aussi l'union du peuple français. On s'aperçoit là qu'une autre guerre a lieu sur un autre territoire, au Proche-Orient, entre Israël qui combat le Hamas, évidemment. On a vu une grande montée de l'antisémitisme et plus largement du racisme qui touche aussi la population musulmane ici en France, en tout cas de confession musulmane. Là aussi, est-ce qu'il y a une grande inquiétude de votre part? Est-ce que vous vous dites on a une population qui, au fil du temps, va devenir irréconciliable, en fait, qui va s'ériger en communauté irréconciliable? Je l'espère pas. Moi, je suis universaliste. Universaliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, la gauche que je veux, qui est socialiste, qui est profondément à gauche, je crois que cette gauche-là, elle devra imprimer ce souffle où on arrête les distinctions, où on arrête de faire des différences entre chacun pour chercher qui fait quoi, qui fait quelle erreur. Non, je crois que simplement, il y a une erreur. La loi s'applique, c'est le rôle.
sur l'antisémitisme et le racisme, évidemment qu'on voit cette montée. Il y a eu des ratonnades en France. Il y a la stèle de Simone Veil à Lesneven qui a été endommagée. Je crois que ces choses-là sont graves et doivent être fermement condamnées. Alors, on avait une auditrice là tout à l'heure, je regardais sur notre écran, qui posait une question, qui disait finalement, que reste-t-il de l'héritage de François Mitterrand au Parti Socialiste? Est-ce qu'on a tourné la page ou est-ce qu'on est sur autre chose? Est-ce qu'on avance? Vous savez, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans mon engagement. Il a toujours recherché l'union, alors qu'il avait des communistes parfois difficiles face à lui. On se souvient des passes d'armes entre François Mitterrand et Georges Marchais en son temps. Alors, je ne sais pas si ça parle beaucoup à la jeune génération, Georges Marchais, néanmoins, voilà. Je crois aussi qu'il faut se souvenir de son histoire, d'où l'on vient, pour mieux avancer demain. Et je crois que François Mitterrand doit nous inspirer, on doit repenser à sa carrière politique, à son engagement. Il disait parfois des choses très radicales et parfois faisait peur aux capitalistes. Et parfois, on a tendance à vouloir être trop gentil. Et non, on doit reprendre cet héritage de la radicalité. Mmh. Être radical, c'est aussi un petit peu la formule de Jean-Luc Mélenchon. Comment il est perçu aujourd'hui au PS, Jean-Luc Mélenchon, alors, au sein de la NUPES en l'occurrence? On a senti un éloignement ces temps derniers par rapport aux propos tenus, en l'occurrence sur les réseaux sociaux, où ce mot de terrorisme pour qualifier le Hamas qui n'a pas été prononcé. Je crois que sur le Hamas, c'était une réelle faute politique. C'est une honte de ne pas dire que c'est une attaque terroriste. Il faut mettre les mots et on sait leur importance. Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est une ère qui est passée. Je crois qu'il aurait pu être l'homme de la situation au soir de l'Union de la gauche. Il a décidé de prendre des positions trop radicales. Quand je parle de radicalité, c'est dans nos propositions. On met de la radicalité dans nos propositions tout en étant responsable, tout en n'étant pas déconnecté. Je crois qu'il faut en tout cas chercher l'union. Il faut faire la différence entre Jean-Luc Mélenchon et les militants de la France Insoumise. Vous savez, dans mon territoire, je n'ai aucun problème à travailler avec la France Insoumise. Et forcément, je ne suis pas grand fan de Mélenchon. Mais je crois qu'il y a, chez la France Insoumise, et il faudra les inclure dans l'Union de la gauche, il y a des personnes responsables qui sont capables d'apporter cette diversité dans l'Union de la gauche. Je crois que Rachel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin sont des personnes avec qui on peut très bien travailler aujourd'hui pour construire la gauche. Et on l'a notamment vu à Saint-Ouen contre la loi immigration, un grand rassemblement avec ces forces-là, et cela n'a pas posé de problème. Une union de la gauche qui va être importante aussi pour la suite, parce que là on a évoqué les élections européennes, mais il y a l'élection présidentielle en 2027, alors vous allez me dire, on a encore un petit peu de temps, mais on voit quand même une vie politique qui commence à s'agiter 3 ans avant, qui commence à s'accélérer. Est-ce que, je vais pas dire vous y pensez en vous rasant, parce que ça c'est une formule qui a déjà été utilisée, mais est-ce que vous pensez, vous les jeunes socialistes, déjà à voir l'après, à voir justement cette présidentielle et à vous dire, et si finalement on y arrivait? Je crois qu'il y a un constat simple. Aujourd'hui, le Rassemblement national, cumulé entre Jordan Bardella et Marion Maréchal, fait 39% aux élections européennes. Ils auront un espace politique et feront un grand score à la présidentielle. C'est presque dit d'avance. Marine Le Pen pourra peut-être pas être candidate, car elle pourra être condamnée et être inéligible, on le sait. Mais je crois que nous, face à ça, on ne peut pas partir divisé. Si on part divisé, c'est la défaite d'avance. Alors je crois que, évidemment, face à ce constat et face à la gravité du moment, il faut arrêter de chercher la petite bête, et il faudra chercher l'union à tout prix. Alors l'union à tout prix, elle se fait aussi sur le terrain. Vous parliez de Brest, et ce sera vraiment ma dernière question. À Brest, on a une forme de, si vous me permettez le terme, de laboratoire, parce qu'on voit la gauche très implantée. Il y a aussi d'autres forces politiques. On a beaucoup reproché la gestion de la ville à la gauche, à la vieille gauche, c'est le terme qui a été employé, je le reprends ici. Est-ce qu'il va falloir là aussi tourner la page, par exemple, sur des grandes villes comme Brest, comme Rennes, comme Nantes, pour avoir une autre politique de gauche toujours? Sur le bilan de Brest, il est très bon. On s'engage pour la jeunesse, on s'engage pour les plus précaires, on prend des mesures concrètes. Je crois que le bilan municipal de Brest est très satisfaisant et je crois qu'on doit s'en réjouir. Quand on est brestois,
je pense que ça fait réellement plaisir de voir un maire et une équipe municipale qui s'engagent à fond pour nos valeurs. En tout cas, sur le terrain, c'est ce qu'on ressent. Sur les sujets, on est très engagé. Sur la sécurité, on est engagé et on a une position depuis des années que la droite déplore. Mais je crois qu'il faut l'affirmer et sur ça, il faut démonter notamment les fake news comme on le disait tout à l'heure. À Brest, il faudra se poser les bonnes questions en temps voulu. Nous sommes dans l'élection européenne qui arrive et je pense que arrivé à échéance, on prendra les bonnes décisions qui se feront et qui sera le mieux pour la collectivité et la personne qui sera le plus en capacité de gagner. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Axel Fachus, vous êtes animateur fédéral des jeunes socialistes du Finistère et vous êtes précisément venu de Brest ce matin et vous étiez écouté car on reçoit évidemment Bretagne 5 à Brest depuis le mois de septembre en DAB+. Voilà, la radio numérique, il fallait le dire également. Merci infiniment d'être venu au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.